bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup de nous rejoindre donc, pour le deuxième webinaire de cette série consacrée à la petite enfance, construire l'avenir de nos enfants à l'heure du Covid. Vous êtes déjà très nombreux, on le sait, en ligne de l'autre côté de l'écran. Je commence par remercier très chaleureusement nos intervenantes d'aujourd'hui. Donc, Dr Edwige Antier, pédiatre, ancienne députée, auteure de très nombreux ouvrages et récemment de Maman de tous les enfants du monde. Et Maïmouna Ba, qui est la créatrice d'une micro-crèche inclusive qui accueille des enfants, y compris à besoins éducatifs particuliers. Donc, nous allons parler de tout ça aujourd'hui. J'aurai le plaisir, donc moi, Marlène Martin, qui suis à la tête du pôle petite enfance de hashtag le plus important, d'animer ce webinaire avec Maï, qui était avec moi déjà la dernière fois. Donc, Maï, qui est la fondatrice aussi de Gribouille, donc elle va pouvoir vous présenter un petit moment. Voilà, Maï, est-ce que tu pourrais nous parler de hashtag le plus important et de pourquoi on a créé ensemble ce pôle petite enfance? Avec plaisir, bonjour à tous. Du coup, je vais vous présenter rapidement effectivement hashtag le plus important. Donc, c'est un think tank et un action lab indépendant et innovant qui se mobilisent pour redonner du pouvoir d'agir à chacun et promouvoir une société plus inclusive. Et de cette façon, nous favorisons le développement des capacités et des compétences des classes moyennes, des classes aussi les plus fragilisées. Et ça, de cette manière-là, finalement, on est en capacité de relever les défis sociaux de l'économie numérique et pas que. Et donc, à travers l'Action Lab, donc, il y a plusieurs structures qui sont accompagnées dans leur développement et par rapport à leur public, notamment Gribouillis aujourd'hui. Et il y a le think tank dans lequel nous avons créé donc, le pôle petite enfance. Et donc, ce think tank permet finalement de s'inspirer et de partager des solutions concrètes avec les décideurs publics et privés. Et de cette manière-là, finalement, on a une bonne symbiose entre l'Action Lab qui a finalement des structures sur le terrain qui accompagnent les publics. Donc, ce pôle petite enfance, effectivement, a été fondé il n'y a pas si longtemps et Marlène en est la directrice. Et c'est un pôle qui est finalement extrêmement important puisqu'il est au début de la vie. Et c'est à travers finalement toute cette expérience de petite enfance que la personne peut construire les bases de ses compétences pour préparer l'avenir. Et donc, ça nécessite forcément d'avoir des adultes qui soient bien formés, conscients de leur rôle auprès des tout-petits pour favoriser le développement émotionnel et cognitif des enfants. Donc, ce pôle petite enfance a pour objectif de mettre au cœur finalement de la réflexion des questions de professionnalisation autour des acteurs éducatifs, mais aussi d'implication des pouvoirs publics. Et donc, nous avons décidé de lancer une série de 6 webinaires. Donc, nous sommes au deuxième webinaire aujourd'hui. Et donc, nous nous intéressons plus particulièrement en ce moment à la question de la crise du Covid et des leçons qu'on peut en tirer vis-à-vis de la petite enfance et de toute l'importance qu'elle a. Je te redonne la parole, Marlène, pour peut-être parler de ce webinaire en détail. Absolument. Merci beaucoup, Maï. Donc, c'est vrai que le confinement et la crise du Covid ont constitué une période absolument inédite et unique qui ont bouleversé beaucoup de repères chez les petits-enfants qui, d'un coup, se sont retrouvés en dehors de leur mode de vie habituel. Ça a été le cas pour les adultes, mais évidemment également pour les tout-petits. Notre précédent webinaire était consacré à la conciliation ou à la tentative de conciliation entre garde des enfants et télétravail, puisque ça a été le cas d'un certain nombre de parents. Ce qui est sûr, c'est que cette expérience a représenté pour beaucoup de familles une continuité familiale qui était quelque chose d'assez inédit, que maintenant, depuis le déconfinement, il y a des nouvelles habitudes aussi qui sont prises et que vraiment ce qu'on souhaite aujourd'hui aborder avec nos deux intervenants, qui sont vraiment des experts de la petite enfance dans toutes ces dimensions, c'est cette question de ce vécu des enfants, de l'adaptation de la relation éducative à cette époque en fait post-Covid qui va probablement durer un certain temps. Maï, je te laisse introduire un tout petit peu plus nos invités et puis on va leur passer la parole tout de suite après. Oui, effectivement, c'est vraiment un plaisir de pouvoir accueillir vraiment deux experts qui puissent nous éclairer en tant que professionnels de la petite enfance, mais aussi parents. Et donc, elles nous feront part de leurs expériences, de leurs réflexions aussi. Et ça nous permettra de pouvoir en tirer quelques apprentissages pour préparer l'avenir. Sachez du coup que vous êtes donc aujourd'hui participante de ce webinaire et vous pouvez poser vos questions dès maintenant. Directement sur Zoom, n'hésitez pas, nous les prendrons au fur et à mesure, ou en tout cas quand ça sera pertinent. Donc, je vais vous présenter tout premièrement Maïmouna Ba.
Donc Maïmouna Ba est ingénieure sociale. Elle est impliquée depuis le début de ses études auprès des élèves qui sont en marge du système scolaire. Et donc en 2010, après 5 ans à la tête d'un service éducation dans une collectivité territoriale, elle a décidé de cofonder l'Abeille et le Papillon, qui est un réseau de crèches inclusives. Et donc ça, c'était vraiment au tout début finalement de la crèche privée. Et donc ça fait de cette structure vraiment une structure précurseuse parce que effectivement, c'est un secteur qui est quand même particulier, mais en plus de cela, l'abeille et le papillon est aussi labellisé agréé ESUS, ce qui veut dire que c'est une structure qui a un engagement dans l'économie sociale et solidaire et donc d'intérêt général. Elle a ouvert une 3e micro-crèche dans les Yvelines récemment et elle accueille dans ces crèches des familles de toutes les catégories socio-professionnelles. Donc, ça sera un plaisir de vous entendre, Maïmouna Ba. Je vais présenter ensuite Dr Edwidge Antier, qui est pédiatre engagé pour la cause des enfants, ancienne députée. Et elle a été aussi autrice de plus de 20 livres consacrés à l'éducation bienveillante. Et le tout dernier, c'est Maman de tous les enfants du monde, qui est sorti aux éditions L'Archipel au printemps. Et elle nous expliquera aussi la genèse de son engagement à travers son histoire de vie personnelle. Très bien, merci beaucoup Maï. Maïmouna, est-ce que vous pourriez, voilà, en quelques minutes, nous apporter un petit éclairage déjà sur ce que vous vouliez dire aujourd'hui, sur votre expérience, sur votre retour d'expérience, et puis après on prendra les questions par rapport à celles qui nous arrivent déjà. Merci à tous de nous les envoyer. Elles arrivent nombreuses là sur le côté. Oui, merci beaucoup pour cette invitation et pour ce moment d'échange. Merci à le plus important, Aigri, de nous donner la parole et d'échanger dans ce moment un peu charnier, hein, je trouve, hein, de l'accueil des tout-petits où énormément de choses ont été bousculées au travers de cette crise sanitaire. Écoute, quoi vous dire, je crois que mon homonyme Maï a bien résumé l'abeille et le papillon et le côté inclusion de l'abeille et le papillon. Alors l'abeille et le papillon, c'est une crèche classique, c'est un établissement d'accueil du jeune enfant classique comme on peut en trouver un peu partout. La seule différence, c'est que nous, on a mis au cœur de notre action en fait la question de l'inclusion. C'est une structure en fait qui a la volonté, qui a réfléchi, qui a recruté son personnel, qui accompagne son personnel dans l'accueil en fait de tous les ans de la République en fait. Donc on est en mesure d'accueillir un enfant voilà, qui n'a pas de besoin particulier, tout comme on peut accueillir, si une famille frappe à notre porte, un enfant qui est porteur de handicap ou dont les parents sont dans un parcours d'insertion professionnelle. En somme, on accueille tous les publics et notamment des publics qui ne sont pas forcément prioritaires. Vous savez, quand on fait une demande en place en crèche, souvent, malheureusement, vu le nombre de places, il y a des priorités. Nous, on dit que tout le monde doit avoir une place en crèche et on milite pour ça parce que Maï l'a bien résumé au tout départ. Hein, ce qui se joue dans la petite enfance, c'est quand même très important en termes de socialisation. Et donc, on ouvre nos portes à tout le monde. Donc, voilà. Et l'idée, hein, c'est de faire en sorte que notre structure soit le reflet, en fait, de la composition de la société. Donc, avec des enfants qui vont bien, des enfants, voilà, qui ont un peu plus de difficultés. Voilà, c'est de donner de la place, une place à chacun. Voilà. C'est extrêmement rassurant de voir qu'il y a effectivement des acteurs de petite enfance qui s'engagent pour une vraie inclusion. Je vais donner la parole à Edwige Antier pour savoir en quelques mots finalement par rapport au dernier livre Maman de tous les enfants du monde, quel est le message principal qui est transmis finalement à tous les lecteurs. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai vraiment répondu avec plaisir à votre proposition parce que déjà, s'appeler le plus important à pouvoir dire que la petite enfance, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre société. Or, malheureusement, je trouve que c'est une place qui n'est pas assez reconnue et les professionnels ne sont pas assez reconnus, pas assez valorisés, pas assez soutenus pour un métier dont tous les parents se sont rendus compte au moment du confinement
que c'est un métier très difficile de s'occuper d'enfants qui sont en appétit de découverte, et alors que c'est si fondateur pour leur vie. Donc voilà, tout mon combat il est là. Et quand on dit inclure des enfants à besoins particuliers, c'est très très important de les inclure très tôt, parce que quand un enfant a des besoins particuliers, le professionnel doit le repérer, doit le savoir, et on doit mettre en jeu tout ce qu'il faut pour que son potentiel soit le plus épanoui possible, et non pas le laisser souffrir du fait qu'on s'en occupe mal. Donc, bravo pour tous vos projets déjà. Alors, mon livre, il s'appelle « Maman de tous les enfants du monde », et je pense que justement, il répond à ces préoccupations qui sont égales pour tous les enfants du monde. Alors, il tombe d'autant mieux maintenant que là, on parle communauté, machin. Moi, j'explique que j'ai grandi en Asie, au milieu des rizières, et que petite fille, à 4 ans, à 5 ans, je vous raconte ce que j'ai vu. Entre la maison de mes parents, qui étaient professeurs, ingénieurs, mais ils dirigeaient une usine dans les rizières, très classique. Il fallait être première de la classe, avoir le prix d'excellence, sinon on n'est pas à la distribution des prix. Et puis, on prenait une claque pour un oui, pour un non. C'était comme ça qu'on aimait les enfants. Et au fond de la cour, où je ne devais pas aller et pas dépasser le grand lavoir, eh bien, il y avait les petites paillotes avec les enfants qui étaient bercés, qui étaient portés, qui étaient allaités, les grands-mères qui étaient là, toute la famille réunie, le cododo, oh, un gros mot aujourd'hui. Et j'ai vu ces enfants avec des yeux beaucoup plus joyeux que ma petite sœur. Ensuite, je suis allée en Océanie, où il y avait, vous savez, je n'ai été en France, à part mes études de médecine, qu'à l'âge de 40 ans. Hein. C'est donc toute mon enfance, toute mon adolescence, toute ma jeunesse et 7 ans de pédiatrie que j'ai pratiqué dans ces territoires du bout du monde, où j'ai vu les enfants s'épanouir naturellement et où j'ai compris les véritables besoins de l'enfant, et puis aussi que l'enfant est universel, donc tous les enfants du monde sont les mêmes. Un pédiatre vraiment va pas vous dire que l'enfant est différent, à part peut-être son aspect, et les enfants eux-mêmes sont programmés pour ne pas du tout s'étonner d'une différence physique, mais que c'est comme ça, là, le monde est comme ça, et ça nous enrichit. Alors, voilà pourquoi maman de tous les enfants du monde. Et j'ai voulu exprimer les besoins de l'enfant universel, le petit d'Homo sapiens, qui a besoin d'une éducation beaucoup plus proximale, portée en échange et beaucoup plus bienveillante. Nous, c'est terrible. On va venir au confinement. Le confinement a révélé combien notre société était vraiment folle avec les enfants, leur donnant des rythmes qui ne sont pas adaptés à leur développement. C'est vraiment extrêmement intéressant d'entendre ça, et justement, ça nous pose vraiment la question de l'adaptation de l'accompagnement de l'enfant dans cette période qui a été très très compliquée pour beaucoup de familles et donc beaucoup d'enfants. Donc à la fois pendant le confinement et maintenant dans cette période de déconfinement total, hein, maintenant en Île-de-France aussi. Maïmouna, est-ce que justement vous pourriez déjà nous expliquer comment est-ce que vous vous êtes adapté, parce que je pense que vous êtes très aligné avec aussi Edwige, et du coup, comment est-ce que vous avez fait face à cette situation de devoir accueillir des enfants dans des conditions de distanciation sociale ? Alors oui, effectivement. Alors moi, je suis complètement en phase avec ce que dit le docteur Edwige Antier. Et d'ailleurs, c'est vraiment le cœur de notre métier, c'est de mettre au centre les lois naturelles de l'enfant, pour reprendre un peu le titre d'un livre, donc j'ai plus son, malheureusement. Pardon ? C'est Céline Alvarez qui a écrit ce livre. Céline Alvarez, effectivement, qui est juste excellent. Et je rejoins énormément le docteur Antier quand il parle de bienveillance et du fait que les enfants, ils ont tous les mêmes besoins. Et donc, nous le confinement, oui, on a dû s'adapter.
Alors moi, je préfère le terme distanciation physique et pas celui de distanciation sociale. Donc, j'utiliserais beaucoup plus. Pourquoi? Parce que ce qu'on demande finalement avec ce Covid, en fait, c'est d'avoir un espace en fait entre nos corps finalement, mais pas d'avoir un espace entre nos liens sociaux. Et au contraire, je pense même que pendant cette période, et nous on l'a vu hein, dans le retour qu'on a avec les familles, c'est qu'on a, et nous-mêmes aussi en tant que professionnels, on n'a jamais eu autant besoin que de créer du lien et que d'avoir du lien. Parce que il faut savoir que nous, on a été coupés de notre public et des enfants et des familles qu'on accueille pendant 2 mois et demi, ce qui est juste énorme. C'est presque un tiers de l'année. Et il a fallu déjà réagir rapidement, résoudre des problèmes économiques, logistiques dans un premier temps, parce que la fermeture a été brutale. Les familles ont dû se confier dès le 6 mars. Donc ça, c'était la première chose. Ensuite, on a dû essayer de continuer à créer le lien, en fait. C'est se dire, dans cette période où on est tous séparés, comment faire en sorte de maintenir le lien. Donc, il n'y avait pas 36 solutions. Hein. En fait, déjà, ça s'est fait naturellement. Parce que nous, en fait, au niveau de la BL Papillon, on travaille beaucoup autour de l'accompagnement à la parentalité, de l'individualisation des parcours, ce qui signifie qu'en fait, on a un rapport très individualisé avec les familles, un rapport de confiance qui est là et on a créé quelque chose avec ces familles. Donc, quand le confinement est arrivé, en fait, naturellement, on a maintenu les liens par le digital, grâce au digital. Moi, je découvre le digital, c'est juste formidable, au-delà, vous savez, des réseaux sociaux et de la manière dont on l'utilise en temps normal. Le digital, en fait, nous a permis de maintenir le lien. Nous, on a eu spontanément, par exemple, des familles pendant 2 mois et demi qui nous ont envoyé régulièrement, certaines tous les jours quasiment, à notre plus grand bonheur, en fait, des vidéos des enfants, des nouvelles des familles, des audios où on échangeait finalement et on continuait un peu tout ce travail qu'on faisait autour de la parentalité. Et c'est vrai que du coup, ça nous a fait du bien, nous professionnels, hein, de voir que les enfants continuaient de progresser et puis profiter aussi de ce cocon avec leurs parents. Et c'est comme ça qu'on a réussi à maintenir en fait la relation sociale. Très bien, c'est vraiment passionnant. Je pense que ça va faire écho à ce que va nous dire Edwige Gentier. Donc, vous, en tant que pédiatre, Edwige Gentier, vous avez continué évidemment pendant le confinement à voir des enfants, à les accueillir, puisqu'il a bien été dit que voilà, on pouvait et on devait continuer le suivi, notamment des tout petits. Hein, c'est extrêmement important. C'est ça, c'est ça. Alors, on a pris évidemment des… Oui, pardon. On a pris des précautions particulières, mais comme… Pardon. Alors, comme le dit très bien Maïmouna, chacun a été confiné, mais les parents de tout petits n'ont jamais eu autant besoin de communiquer avec nous. Parce que pour certains, ils ont presque découvert le quotidien avec un enfant. Et en particulier les papas. Alors ça, c'était très drôle, ça m'a rappelé quand j'étais allée en Suède, avec Björn, vous savez, Baby Björn, c'est un vieux monsieur qui réunit tous les ans des experts, 4-5 experts, pour réfléchir avec lui aux besoins de l'enfant. Et j'ai passé une semaine chez lui, c'est vraiment formidable, mais il a fait venir 3 papas. Et vous savez, en Suède, les papas, ils sont en quelque sorte confinés avec leur enfant pendant 6 mois, parce que le congé de mater-paternité, c'est 6 mois, et le deuxième semestre, eh bien, il faut qu'ils le prennent, sinon on leur enlève 2 mois. Et un papa m'a dit une chose vraiment que j'ai adorée. Il m'a dit, bon, c'est très bien qu'on fasse ça, et vraiment la société nous soutient, mais n'empêche que on se rend compte qu'élever un enfant, c'est très compliqué. Et ma femme, elle allait les 6 premiers mois. C'est très simple. Il faut donner la tétée, et puis elle fait sa vie, elle le change, elle le porte. Mais nous, dans la deuxième moitié de la première année, il faut jouer, et donner à manger, jouer. Eh bien, ma femme, quand elle rentre le soir, elle ne se rend pas compte que je suis crevée. Eh bien, il y a beaucoup de papas qui ont compris qu'un enfant, non, on ne nous dira plus jamais qu'on ne fait rien quand une maman se consacre à son enfant à la maison.
On ne dira plus ça parce que, en fait, un enfant, c'est vraiment quelque chose qui vous prend la cervelle, il a besoin de communiquer. Et donc, là, le confinement a apporté beaucoup de progrès. Je vous assure qu'aujourd'hui, les enfants que je vois en consultation, la plupart, qui ont des parents attentifs, bienveillants et pleins de générosité, ils ont fait des progrès énormes. Paradoxalement, en matière de langage, alors là, le langage a énormément progressé parce qu'ils étaient avec leurs parents en interaction. Une maman, un papa parle avec son enfant d'une façon vraiment adaptée sans son enfant. Et puis, croyez-moi, ils sont devenus plus autonomes. Ils ont été tirés, moi je dis aux parents, c'est comme si vous étiez la maman ou le papa dauphin. Le dauphin, il ne tient pas son enfant par la main, mais il lui montre le chemin, il le tire dans la vague. Eh bien, on a eu cette impression. À la maison, il a vu maman, papa se lever, se mettre à son télétravail, décider. Et les rythmes ont été cohérents, adaptés aux siens. Et du coup, il s'est mis dans la vague. Et du coup, il a appris à mettre ses chaussures, à s'habiller. Et les parents n'en reviennent pas parce qu'ils ne leur ont pas donné d'ordre. Ils ont pensé qu'ils aimeraient se faire servir. Non, les enfants ont grandi. Donc, quand les parents ont une éducation que j'appelle dans mon livre proximale, c'est-à-dire très proche de leur enfant, eh bien, les enfants font beaucoup de progrès. Et en particulier, je proteste beaucoup quand on traite les mères de fusionnelles, de possessives dans notre société, alors que simplement, elles se rendent compte des besoins de leur enfant. Donc, le déconfinement, beaucoup aux familles bienveillantes et aux familles soutenues par leurs crèches, par les professionnels qui sont restés en rapport pour leur dire oui, c'est normal, comme ça se passe, c'est normal et ça va lui faire du bien. Par contre, dans les familles où on n'a pas l'habitude de se rendre disponible à son enfant et où on a des principes à l'ancienne, où on donne des fessées contre lesquelles je me suis tant battue pour qu'elles soient enfin interdites dans la loi, eh bien, dans ces familles-là, on a été désemparés et voire on a pu être maltraitante puisque le numéro d'appel 119, le nombre d'appels a augmenté. Donc, quand un parent a l'habitude, depuis qu'il est petit, encouragé par nous, à avoir une proximité avec son enfant, une attention avec son enfant et à s'appuyer sur l'aide à la parentalité que peuvent donner les pédiatres, les crèches, tout se passe très bien et le développement est optimisé. Par contre, le confinement a été redoutable pour les parents qui ne savaient pas faire. Merci beaucoup pour ces retours qui sont extrêmement intéressants. Enfin, d'une part, déjà, le fait de savoir qu'effectivement, des enfants ont vraiment progressé, grandi pendant le confinement et cette sonnette d'alarme, effectivement, quand même, sur le besoin, finalement, d'accompagner tous les parents. Ça fait partie finalement, de l'accompagnement nécessaire pour le bien-être de l'enfant, hein, celui du parent lui-même. Et justement, Maïmouna, donc vous êtes beaucoup concentrée du coup sur la parentalité pendant le confinement dû à finalement à la fermeture de vos crèches. Et comment s'est passée cette période d'après-confinement, le retour des enfants, la relation à nouveau avec les parents, quelle était la relation éducative finalement que vous avez construite dans cette période de déconfinement? Oui, déjà, avant de répondre à votre question, Maï, je vais revenir un tout petit peu sur, je vais compléter un peu ce qu'a dit le docteur, si vous me le permettez, concernant le confinement. Alors effectivement, moi je la rejoins complètement. Je pense que ça a fait du bien dans la relation entre les parents et les enfants, indéniablement. Donc le docteur Entier disait que le confinement a été redoutable également pour certains parents qui voilà, avaient pas forcément, qui n'arrivaient pas à créer de relation. Et moi, je trouve qu'il a été également redoutable pour une autre catégorie donc de parents, c'est les parents d'enfants aussi porteurs de handicap. Parce qu'en fait, avec le confinement, plein de choses qui se sont arrêtées. Les soins se sont arrêtés. Moi, j'ai vu autour de moi des établissements, des IME, en fait, qui ont fermé du jour au lendemain. On a donné, en fait, aux familles
Donc, les enfants qui étaient en internat, on leur a dit, bah, là, c'est plus possible. Et on s'est retrouvés avec des familles, en fait, sans prise en charge, avec des enfants qui étaient à la maison, qui avaient des besoins plus que particuliers, et des parents complètement désemparés, finalement, et qui ne savaient pas forcément faire, quoi. Donc, moi, j'espère Et je vraiment pense, qu'à l'avenir, excusez-moi, cet mais je pense, épisode oui, oui, nous fera réfléchir vraiment sur cette continuité éducative et pédagogique, parce qu'en fait, autant on l'a tout de suite pensé pour nos enfants qui sont à l'école, qui sont à la crèche, etc. Mais pour des enfants qui sont en établissement, ils ont été un petit peu oubliés. Je pense que je leur jette pas la pierre, hein, parce que je pense qu'on a tous été pris de court. Mais en tout cas, ça a été. Moi, j'ai trouvé ça très violent en tant que professionnel, hein, ce manque de continuité éducative pour ces gamins-là. Voilà, donc ça, et je c'était pense, pour revenir sur ce confinement ouais, qui était redoutable également. Pardon? c'est ça. Et je Voilà. voudrais Et dire que, concernant. Pardon, on va laisser. oui, Docteur, vous aviez un mot à rajouter en confirmation de ce oui, dans le sens que dit Maïmouna, je voudrais dire que on a laissé des crèches ouvertes pour les enfants des soignants, mais on aurait dû laisser les crèches ouvertes pour les enfants handicapés, les écoles ouvertes pour les enfants handicapés. Parce que quand on est porteur de handicap, eh bien, le parent a un rôle, pas de soignant, mais d'accompagnant. Et donc, là, il a besoin d'aide. Et c'est dommage que personne n'ait vraiment envisagé particulièrement cette solution. Donc, moi, je dis, c'est pas bon, c'est malheureux ce qui s'est passé, mais là, ça doit en tout cas nous servir d'expérience pour Oui, voilà, repenser demain et l'accueil de ces petits-là. Et donc, bon, absolument. nous, on y réfléchit depuis une dizaine d'années, mais là, ça a été encore plus flagrant, quoi. Donc, ouais, c'est une expérience. Maintenant, il faut trouver des solutions pour pas que ça se reproduise. Maintenant, pour répondre à ta question, Maï, donc le post-confinement, alors le post-confinement, il est plein de challenges pour nous. Quand moi j'ai vu la note sanitaire, je me suis dit oh là 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 là, là on est dans le tout sanitaire. Quelle va être la place pour l'éducatif? Comment? En gros, je me suis dit mince, on va être que dans du tout sanitaire, on va perdre énormément tout ce qu'on a fait autour de la bientraitance, autour de la bienveillance, etc. Parce que ces protocoles sanitaires, en fait, sont des douces violences, pour paraphraser encore une fois Madame Schulz, ce sont des douces violences en fait. Donc si on ne fait pas, si on ne faisait pas attention et si on n'avait pas en tête la question éducative et de la bienveillance, on aurait été maltraitant. Donc pour nous, ça a été un casse-tête pas possible de se dire il faut bien évidemment qu'on mette en place des mesures sanitaires parce que on a besoin de se protéger contre le virus et il faut absolument qu'on mette en place les gestes barrières, mais en même temps, on n'avait pas envie de mettre de côté tout cet accueil, toute cette bienveillance, tout le lien en fait qu'il y a à la crèche. Donc, on a fini par trouver quelque chose. En travaillant en équipe, en y réfléchissant, en échangeant avec les collègues. Et donc, on a, comme je vous le disais en introduction, on a énormément. Enfin, on va revenir sur le début, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc, on a mis en place le lavage des mains, etc. Mais ça, déjà, nous, ça fait partie de nos process du quotidien. Donc, ça n'a pas énormément changé. On les a simplement renforcés. Ce qui a énormément changé, nous, c'est la question de la distanciation physique. Parce que jusque-là, on pouvait accueillir 2-3 enfants, enfin 2-3 familles en même temps, vous savez, au moment des transmissions. Là, ce n'était plus possible parce qu'on ne respectait pas la distanciation physique. Donc, il a fallu accueillir les parents un par un. Donc, au moment où, en gros, c'est la sortie de la crèche, nous, on a des parents qui sont dehors, qui attendent. Il fait beau, c'est agréable, mais voilà, c'est pas toujours facile d'attendre. Donc, en fait, les transmissions sont timées. Et pour nous, c'est juste une catastrophe parce que déjà, nous sommes très bavardes à la crèche. On a toujours énormément de choses à dire aux parents, que ce soit le matin, que ce soit le soir. Donc, il a fallu revoir un peu tout ça. Il a fallu, du coup, timer le temps. Donc, en gros, les parents, là, voilà, on a 2 minutes pour faire les transmissions. 2 minutes, c'est absolument rien pour discuter avec les parents, échanger avec les parents et en même temps profiter pour faire un peu d'accompagnement à la parentalité. Donc, on a privilégié le digital. On a dit aux parents, bon, le soir, la priorité, c'est de récupérer vos enfants et que tout le monde rentre à la maison. Et par contre, il est hors de question de lésiner sur nos rapports finalement et nos liens. Donc, en fait, on utilise
comme je vous le disais, le digital pour continuer en fait à faire les transmissions. Donc nous, on utilise énormément WhatsApp, les audios, en fait des outils qu'on n'utilisait pas forcément, où voilà, on peut aller au-delà de tout ce qu'on passe dire en face à face. Pour compenser sans perdu en face à face, on a mis aussi en place en fait une permanence téléphonique le mercredi où voilà, on peut aller un peu plus en profondeur sur des questions qu'on n'a pas pu aborder de visu. Voilà. C'est vrai que Compliqué, mais en même temps, moi je trouve que cet épisode a eu des aspects positifs dans nos relations en fait les uns avec les autres. Déjà, je trouve qu'il y a une extrême tendresse et de bienveillance qui plane là autour de nous tous, et ça fait vraiment beaucoup de bien. Et ça nous a obligés aussi, nous, à sortir de nos zones de confort finalement et à être créatifs en fait dans ce qu'on va proposer aux familles et ce qu'on va proposer aux enfants en termes de liens, malgré les masques, malgré voilà, tous les gestes barrières. Et donc voilà, et puis ça crée également une cohésion de groupe qui est juste incroyable. Et dans la cohésion de groupe, donc il y a le rapport que moi j'ai avec le reste de l'équipe et également le rapport qu'on a avec les familles. Et là, on sent que vraiment c'est un groupe, quoi. On était tellement contents de se retrouver que du coup, ça a forgé encore plus nos relations. Donc ça, c'est l'aspect positif du post-Covid et du c'est vraiment déconfinement. agréable de souligner l'une et l'autre les aspects positifs. May, vous soulignez beaucoup la question des nouvelles technologies, mais même si la téléconsultation en médecine s'est beaucoup développée pendant cette période, il reste quand même que vous avez dû continuer à accueillir au cabinet et physiquement des enfants, et vous continuez donc avec les masques. C'est un sujet sur lequel voilà, donc se laver les mains, ça les professionnels de la petite enfance le font, mais examiner un enfant à distance, c'est pas toujours pareil. Comment ça se passe dans votre cabinet, docteur Entier, par rapport à ça? Alors, oui. Alors, en fait, pour chaque rendez-vous, les patients sont avertis qu'ils doivent venir avec un masque. Et d'ailleurs, ils sont tellement rigoureux que souvent, ils ont mis aussi un masque à l'enfant, ce que nous n'exigerions pas. Mais bon, donc tout le monde arrive masqué. Il y a le plexiglas qui protège la secrétaire et les gels hydroalcooliques. Et nous aussi, nous portons des masques. Mais quand la distance est suffisante, chacun de l'autre côté du bureau, on peut enlever le masque, le temps d'échanger, de se connaître, de comprendre, de pouvoir recueillir vraiment la parole des parents qui sont souvent dans une angoisse par rapport à une maladie, par rapport à un malade de l'enfant. Et puis pour examiner l'enfant, on remet le masque puisqu'on va s'approcher. Et surtout que nous examinons, vous savez, beaucoup les petits, quand ils ont moins de 3 ans, sur les genoux des parents. Parce que le lit d'examen, ça fait peur. Et être séparé de sa mère, c'est normal que ça fasse peur. Il ne faut pas stresser un enfant si on peut l'éviter. Déjà, le PSBB, c'est déjà un petit stress. Donc, on fait sur les genoux. La maman a le masque, nous avons le masque. Mais c'est très amusant de voir les réactions des enfants. Ils vont hurler si je le mets sur le lit d'examen, mais pas parce que j'ai un masque. Ça, pour l'enfant, ce qu'il voit, c'est l'expression dans les yeux. Tous les enfants du monde, vous savez, ça a été observé, la capacité à comprendre des mimiques et à exprimer par ses propres mimiques chez le bébé dans toutes les cultures, même dans les cultures les plus archaïques, les plus d'origine, les plus qui n'ont pas du tout notre culture, eh bien, des expressions et la capacité du bébé à comprendre les expressions, c'est universel. Et les yeux, c'est plus important. Vous savez, le premier regard de la mère à la naissance, c'est très important. Et donc, il voit dans les yeux et il me sourit alors qu'il ne voit pas ma bouche. Hein. Mais parce qu'il sait que, voilà, je suis bienveillante et on va être bien et on va être content, on explique les choses. Donc voilà, le masque ne gêne pas du tout les enfants. Ça, c'est très intéressant. Je le confirme. Et alors moi, je le confirme. À l'école, oui. Pardon. Vous confirmez? Oui, exprimez-vous. Je confirme complètement ce que vous dites là, Edwige Entier, sur justement le masque, l'importance du regard et la bienveillance générale. Ah. Parce que moi, c'était ma grande peur quand je dis oh là là, on va devoir mettre des masques toute la journée, etc. Et nos bébés qui ont besoin de voir nous sourire, etc. Et il y a énormément de choses qui passent par le regard en fait, par la manière de porter le bébé, et la par voix. toute cette
tendresse et cette bienveillance qu'on peut utiliser pour englober le bébé. Et c'est vrai que nous, professionnels, on s'est rendu compte encore davantage, nous on le savait parce qu'on a toujours bossé avec des enfants différents, mais l'importance de notre corps, l'importance de ce qu'on véhicule en fait, parce que là on n'avait plus nos sourires, tout passait par le regard. Et moi je me rends compte, je le savais, mais là ça a été encore plus flagrant, l'importance du regard et vraiment de ce qu'on dégage en termes de tendresse et de bienveillance, parce qu'on sait tous, hein, les enfants ont ce fameux sixième sens que nous, adultes, on a presque plus, c'est-à-dire qu'on ressent les émotions. Et ça, masque ou pas masque, ils le ressentent. Et c'est vrai que nous, les masques, ça n'a pas été si perturbant que ça pour les bébés et pour les enfants en général. Et je dirais, et si je peux rajouter, dans les écoles maternelles, eh bien, le fameux mètre de distance, le carré de 4 mètres, pour eux, c'était comme jouer à la marelle. Hein. Et ce qui dépend, ce qui va les influencer, c'est la façon dont la façon dont l'adulte véhicule la règle. Si l'adulte hurle « Ah, touche pas ton voisin !» là l'enfant va être très choqué. Mais par contre, si on dit « Non, remets-toi bien, là, la règle, c'est là », et pour l'enfant, c'est un jeu, c'est comme la marée. Mais bien sûr, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que l'enfant a besoin de ce que j'appelle cette proximité, qui n'est pas forcément une proximité de bisous, comme croient les parents. Les parents bisouent trop les enfants aujourd'hui. Et ces bisous, ça rend l'enfant mordeur. On n'a jamais eu autant d'enfants qui mordent. Ils ne savent plus quoi faire avec leur bouche. Parce que les parents les tiennent très serrés contre eux comme ça et se régalent de leur peau et les bisous. Mais là, les parents se font plaisir à eux. L'enfant, moi je dis, vous le tournez dans l'autre sens et vous lui expliquez le monde. Vous lui racontez une histoire, vous lui montrez une petite fleur et c'est ça qu'il aime. Et donc, l'enfant n'a pas besoin d'être en vis-à-vis. Mais tourner dès qu'il a 9 mois vers le monde extérieur pour découvrir. Nous sommes des guides, nous ne sommes pas à nous faire plaisir avec trop de suçotage. Ça, non. Merci beaucoup pour tous ces apports et on va continuer. Nous allons prendre quelques questions du coup des participants et donc je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions dans le chat de Zoom. Du coup, une question pour vous deux, justement, si on continue dans cette lancée, c'est quelles sont les conséquences pour les parents et les tout-petits? Là, vous nous avez décrit justement que cette relation éducative, vous avez pu la redécouvrir, le pouvoir du sourire dans les yeux et de la voix, etc. Du coup, quelles sont vraiment les conséquences pour les enfants? Est-ce que ça va quand même impacter finalement leur qualité d'accompagnement? Et quelle est la prise de conscience des parents finalement sur les besoins de leur enfant? Je ne sais pas qui souhaite commencer. Donc, je peux commencer? Merci, allez-y. Oui. Eh bien, non, comme vous voulez. Je commence ou Mona commence? Moi, je dirais que les parents ont découvert leur enfant autrement, parce que dès lors qu'ils n'ont pas eu le rythme infernal de la vie habituelle, où dès le matin, c'est vite, 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 et puis en rentrant, on est épuisé des transports qui n'en finissent plus, ils ont découvert, et l'enfant a découvert son parent à son rythme autrement. Et ça a été extrêmement bénéfique, ce qui veut dire qu'on est dans une société de dingue. Et en Île-de-France, vous savez, avec les transports, il y avait eu la grève, tout ça. Les gens étaient épuisés. Et le confinement est venu poser tout le monde. Et donc, ça a été très, très positif. Alors, je dirais que pour demain, les leçons qu'on doit en tirer, puisque Marlène, c'est ce que vous nous demandez, eh bien, que la société, les entreprises s'adaptent mieux aux horaires des enfants, comme dans les pays scandinaves. Dans un pays scandinave, vous quittez le bureau, il est 17h30. Chez nous, si vous partez à 19h, on vous dit tu pars déjà. Ça ne va pas, ça, parce que ça ne permet pas. Alors, il y a des réunions qui n'en finissent plus, avec un temps perdu où chacun attend l'autre, où on tourne en rond. Et puis, il y a des déjeuners qui sont très longs, et puis on peut arriver en retard le matin. Mais le soir, ça traîne, ça traîne. Et c'est une organisation qui a été beaucoup faite par les hommes de l'autre génération qui ne s'occupaient pas des enfants. Et moi, j'appelle les heures finales l'heure des machos,
parce que c'est là qu'on se répartit les pouvoirs au conseil d'administration et parce que les femmes sont parties, parce qu'elles savent bien qu'il faut quand même faire les bains, les règles de grammaire et tout ça et rentrer à la maison. Et donc, comme ça, on reste en table, on se distribue les pouvoirs. Honnêtement, c'est ça, comme en politique, la parité, avec des réunions qui n'en finissent plus pour des fois tourner en rond, mais que ça se vide et qu'on puisse discuter des choses sérieuses. Eh bien, tout ça ne va pas avec la vie de famille. Donc, moi, je voudrais qu'on aille comme les pays nordiques, avec des horaires compatibles avec la vie de famille et les travail. Même si c'est difficile avec un enfant, mais il vous permet de ne pas vous crever dans des transports, de ne pas avoir à vous rendre présentable, transporter un gros sac, mais non. Donc pour les parents, c'est aussi plus de repos. Et quand c'est papa qui a du télétravail, pas maman, alors c'est très bien parce que le fait d'impliquer les pères consolide le couple et est très favorable à l'enfant. Donc je trouve que c'est un séisme ce confinement, mais j'espère bien qu'il aura servi de leçon et qu'on pourra avoir une situation mixte, 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail. Et pour le télétravail, avoir un aide, manquer les crèches, etc. Mais on va retourner prendre son enfant paisiblement. On n'aura pas fait 1 heure de transport. On sera une autre maman ou un autre papa. Voilà mon avis sur cette nouvelle vie qui nous attend. Restez fermes là-dessus, tous les parents. Merci pour ces apports. Et j'en profite pour faire un petit moment pub en étant fondatrice de Gribouillis, donc la première communauté de garde d'enfants, entre guillemets, nounous en Île-de-France. Hein, on se rend compte que le télétravail, c'est compatible aussi avec la garde d'enfants à domicile. Donc, on peut avoir aussi une intervenante à son propre domicile en temps partiel, en temps plein. Donc, on travaille aussi avec les entreprises pour justement les aider à repenser la conciliation des temps de vie et mettre des outils qui soient adaptés. Donc, c'est vraiment un chantier à effectivement explorer pour faire une société plus résiliente et plus bienveillante, effectivement. Mais Imouna, comment est-ce que vous rassurez les tout-petits sur cette situation, qu'ils parlent ou qu'ils ne parlent pas encore, finalement, peut-être qu'ils se posent des questions? Alors déjà, je vais revenir un peu sur ce que tu as dit, Maï, et sur ce que le docteur Antier a dit. Alors, enfin, après, je suis une convaincue sur repenser les rythmes, etc. Enfin, je persiste et je signe dans tout ce qu'elle a dit. Elle a complètement raison. Nous, à l'Abeille et le Papillon, la question des rythmes, en fait, on l'a toujours vécu. On a toujours fait en sorte de dire aux parents, ce qui était déjà important, c'est le nombre de jours dont vous aviez besoin. Donc, beaucoup de contrats en 2 jours, en 3 jours par semaine. Et c'est juste formidable parce qu'on a des parents donc, qui sont du coup déjà en télétravail, qui ont déjà expérimenté en fait ce qu'on est en train de vivre là depuis déjà plusieurs années, qui ont expérimenté ça et donc nous, le retour d'expérience, on peut juste dire que c'est que du bon. Et là, moi, quand je vois ce feu séisme, pour reprendre vos termes, docteur, parce que c'est un séisme, ça va peut-être faire avancer un petit peu les choses de ce côté-là. Et vraiment, j'ai envie de dire, il faut y aller, il faut foncer, parce que des structures comme les nôtres ont expérimenté ça déjà depuis 4-5 ans. Et ça marche. Et là, l'expérience nous montre qu'il faut y aller, il ne faut pas hésiter à le faire. Pour répondre donc à ta question, Maï, les enfants, ils ne se posent pas beaucoup de questions. Ils sont tellement contents de retrouver en fait le lien, parce que c'est ce qui leur a manqué. Ils ont passé des super moments avec les parents. Il y a mes parents qui étaient juste, nous envoyer. Je me suis dit, mais vous êtes extraordinaires. Enfin, qui ont fait énormément de choses avec l'enfant, où il y a eu beaucoup de liens avec eux, etc. Mais il y a quelque chose qui revenait à chaque fois, c'est, les parents nous le disent, c'est le manque de lien. C'est qu'à un moment donné, ils ont senti que chez leurs enfants, les copains manquaient, l'équipe manquait. En fait, c'était le rapport à l'altérie qui leur manquait. Donc, en gros, nous, ils sont revenus, et c'est ce qu'on s'est dit avec l'équipe, au bout de 2 mois et demi, on a eu l'impression qu'ils étaient partis hier, en fait, parce qu'ils sont revenus dans l'environnement, ils ont retrouvé leurs copains, leurs petites copines, et en fait, ils se sont pas pris la tête de se dire, ça s'est fait naturellement, très très naturellement, et ils ont besoin, et vraiment besoin là, ça fait 2 semaines qu'on a ouvert, on sent besoin de lien, d'être dans le jeu libre, de se toucher entre copains.
Voilà, nous, ils se sont posés plus de questions. Ils nous ont vus dans les premiers jours avec nos masques, ils ne se sont pas posés de questions que ça. Et tout s'est fait naturellement parce que nous avions fondamentalement changé. On n'était pas aussi beaucoup travaillé aussi avec les équipes en temps normal aussi sur ce que on dégage nous aussi en tant qu'adultes. On a dégagé, moi j'ai voulu qu'on dégage le maximum de sérénité possible. Et comme il y avait énormément de sérénité autour des parents, parce que tout le monde était content de revenir, la sérénité au niveau de l'équipe aussi, parce que voilà, on était là pour faire le job et en même temps, on était ravis de retrouver tout le monde. Il y avait une espèce d'atmosphère sereine qui était là et les enfants, en fait, ont retrouvé leurs habitudes sans se prendre plus la tête que ça. Voilà. Et pour le demain, les leçons pour demain, je pense qu'il y a une question fondamentale. Ça va durer 30 secondes. C'est vraiment repenser la place des agents de la petite enfance et leur redonner la place qu'ils méritent. Parce que ce Covid montre simplement la place qu'ils ont et je trouve qu'ils ne sont pas assez valorisés. Le docteur l'a dit en introduction. Mais là, clairement, quand on voit… quand ces professionnels ne sont plus là, on voit du coup le manque. Et je pense qu'on ne les rétribue pas à leur juste valeur et puis surtout, ils ne sont pas assez valorisés dans ce qu'ils font. Et j'aimerais bien que plus tard, demain, avec un grand D, qu'on pense demain, mais dès aujourd'hui même, cette place qu'ont les professionnels de la petite enfance qui font tourner nos établissements d'accueil du jeune enfant. Oui, merci beaucoup. On va y venir juste après, ça fait partie des questions, mais on a plusieurs questions là. On voudrait être assez interactif avec notre public. On a une question peut-être davantage pour le docteur Antier. Pour les parents qui ne peuvent pas faire de télétravail, comment garder ce lien qui a été créé avec l'enfant pendant le confinement? Comment ne pas retourner dans la routine? Parce que c'est vrai qu'on sait bien que les habitudes peuvent malheureusement parfois reprendre. Est-ce que vous auriez des conseils un petit peu sur cette… Oui, il faut absolument étudier votre rythme de vie. Maintenant, tout le mettre à plat. Avec papa, si vous n'êtes pas maman solo, parce que c'est très dur pour les mamans seules, hein, mais si on est en couple avec le père et la mère, il faut regarder si l'un peut partir un peu plus tard, l'autre rentrer plus tôt. Si vous pouvez raccourcir votre pause déjeuner, alors on va dire, mais c'est très fatigant aussi d'être toujours passer du travail à l'enfant. L'enfant, c'est pas du repos, on est clair. Eh bien, c'est fatigant, mais c'est un investissement. Donc, revoyez toute votre condition de travail. Je vais vous faire une confidence que je raconte aussi dans mon livre. C'est que moi, j'ai exercé, conscient de l'importance de la connexion avec ses enfants, j'ai exercé en mixte, ça veut dire j'ai exercé chez moi. Je faisais les règles de grammaire entre deux consultations et mes filles, elles venaient des fois se cacher sous mon bureau, elles suivaient la consultation et voilà, c'est fatigant. On a l'impression de travailler double, mais quelle complicité on crée et on construit ces enfants. Alors faites tout ce que vous pouvez, mais posez-vous les questions. Merci beaucoup. Justement, on allait venir quand même à cette question de la formation, puisque Dr Edwige Antier, vous avez accompagné pendant de nombreuses années des professionnels en crèche pour justement voilà, les guider, leur apporter tout votre enseignement, toute votre expertise sur le développement de l'enfant. Et Maïmouna, on sait bien que c'est au cœur aussi du projet de votre crèche. Donc peut-être Dr Edwige Antier et ensuite Maïmouna, est-ce que vous pourriez préciser voilà, quelques pistes pour améliorer la formation des professionnels, ce qui est aussi au cœur de hashtag le plus important, puisque l'idée est vraiment de montrer l'importance de cette formation que vous avez déjà soulignée toutes les deux. Je vous laisse peut-être commencer rapidement, docteur Antier, et puis ensuite Maïmouna va pouvoir… Oui, je vais être très courte. J'ai été fondateur de Crèche de France, qui depuis 16 ans, j'ai arpenté 100 crèches et formé les équipes. Je dirais que ce qu'il y a encore à former, à reformer, parce qu'on est souvent sur des concepts de copier-coller depuis 40 ans dans les projets pédagogiques. Et ce qu'il y a à reformer, c'est comprendre l'importance du langage. On a beaucoup compris la motricité, être à plat ventre, se retourner et faire les crânes, mais on n'a pas assez compris l'importance de l'interaction. Le bébé, il veut être verticalisé sur les genoux de sa mère ou debout, et il veut être porté par son père. Il veut voir le monde de face. Et ils sont trop à plat ventre. Alors, ça va un moment, mais il faut aussi remettre dans les crèches des transats. Ce que je dis, c'est un gros mot, hein, c'est très mal vu. Mais moi, je vous le dis, il faut que les enfants puissent communiquer. Et pour communiquer, là, on ne ferait pas un Zoom couché.
c'est pas possible. Eh bien, l'enfant, il apprend à parler dès sa naissance. Donc, il faut absolument que les crèches développent des programmes sur le langage qui incluent la position redressée de l'enfant. Ça, c'est le plus gros problème. Après, il y a la formation des enfants qui ont des besoins particuliers. Il faut former les professionnels très tôt. Et je pense qu'il faut absolument une validation des acquis, des diplômes qui permettent aux professionnels d'être intéressés, de progresser, d'avoir l'enthousiasme qu'a Maïmouna. C'est formidable de l'entendre. Et donc, mais il faut valoriser la progression, des nouvelles étapes dans les diplômes. On ne reste pas au même diplôme toute sa vie parce que ça, quelque part, c'est désespérant pour un être humain. Maïmouna, est-ce que vous pourriez compléter? J'imagine que vous allez aller dans le même sens. Oui, alors moi je vais dans le même sens et j'apporterai aussi 3 éléments nouveaux. Mais bien évidemment, je rejoins le docteur par rapport à cette nécessité de beaucoup travailler sur la question de langage. Nous, c'est le cœur de notre projet pédagogique, hein, le langage, le rapport à l'autre, le portage, parce que pour nous, c'est vraiment un investissement que de porter des enfants, etc. Parce que du coup, après, on a des enfants qui sont hyper cool. Donc, on porte, on dit aux parents, si vous voulez faire du cododo, faites du cododo, etc., etc. Mais il y a 3 éléments que je rajouterais. Par rapport à la formation, c'est la formation continue, c'est-à-dire pas envoyer les gens en formation pendant 1 mois et puis voilà. Non, la petite enfance, c'est quelque chose de vivant, ça bouge, on a toujours des profils nouveaux, donc c'est important d'être dans la formation continue. Moi, je suis constamment sur le terrain pour justement pouvoir accompagner les équipes, pour aussi analyser les pratiques, parce qu'en fait, c'est grâce aux pratiques qu'on arrive à avancer, qu'on arrive à faire des expériences, qu'on arrive à expérimenter, à se dire ah bah là c'est pas super, ah bah là on aurait pu mieux faire. Donc être dans la continuité. Et un autre élément qui est hyper important, c'est remettre les professionnels au cœur de leur métier et remettre en fait du sens, le bon sens, la notion de sens. Vous voyez, je trouve qu'on a dépossédé les professionnels de la petite enfance. En fait, on les a noyés dans des process en disant vous avez le droit de faire ci, vous n'avez pas le droit de faire ça, ici et ça. Moi, je dis souvent aux équipes, des fois, ils me demandent est-ce que j'ai le droit de faire ça? Je leur demande, mais et vous, est-ce que vous trouvez que ça a du bon sens de faire ça? Est-ce que si vous faites ça, ça va apporter quelque chose à l'enfant? Est-ce que ça va apporter quelque chose? Est-ce que ça va vous apporter, vous aussi, en tant que professionnel, quelque chose humainement? Est-ce que vous allez réussir à créer quelque chose entre vous et l'enfant? Et ça, je trouve que moi aussi, je suis formatrice et je me rends compte que à chaque fois que je suis dans des formations, c'est que les professionnels sont beaucoup en demande, en fait, d'une liste de ce que j'ai le droit de faire et de ce que je n'ai pas le droit de faire. Et c'est lié, en fait, oui, au fait qu'on leur a enlevé leur bon sens, on leur a enlevé les initiatives, etc. Et ça, je pense que il faut le remettre au cœur parce qu'on ne peut pas, de toute façon, tout apprendre en formation, on ne peut pas tout apprendre à l'école. Donc, le terrain est un formidable lieu où on peut progresser aussi. Voilà. Peut-être on va prendre la dernière question, mais qui reste vraiment dans la continuité. C'est la question des professionnels de petite enfance sur des modes de garde individuels, assistante maternelle ou garde d'enfants à domicile. Donc, nous avons la question d'une garde d'enfants à domicile qui demande des conseils pour mieux accompagner les petits et les parents, puisque finalement, ces discussions qu'on peut avoir en crèche avec ses équipes, ses managers, ses collègues, on ne les a pas forcément quand on est à domicile. Et donc, comment finalement faire un vrai tandem, un vrai partenariat avec le parent pour accompagner la famille? Oui, c'est difficile. C'est très difficile d'être à domicile parce que vous êtes en relation directe avec les parents sans avoir d'équipe pour médier la parole. Et donc, les parents, ils sont à fleur de peau, c'est leur enfant, la moindre chose. Alors, il y a forcément des tensions. Moi, d'abord, je prône vraiment le cahier de vie. Alors, avoir un cahier sur lequel on écrit le titre de la chanson qu'on chante. Parce que si vous chantez une souris verte et que vous prenez toujours des classiques, le parent peut le mettre dans sa voiture, sur YouTube et tout, et qu'on rechante la chanson de la crèche, ça crée un lien extraordinaire. Or, souvent, les parents découvrent par hasard qu'un enfant apprenait telle chanson.
Il faut vraiment connecter. Et vous parliez du digital, eh bien, ne pas hésiter à envoyer une petite photo dans la journée, donner des nouvelles vraiment itératives. Vous n'êtes pas obligé d'écrire des romans, hein, parce que les professionnels de petite enfance, elles n'aiment pas travailler, être dans l'écriture. Elles ont raison. On leur en donne pratiquement trop et c'est au détriment de l'enfant. Mais avec une petite photo, un petit mot, quand ils reviennent, souvent les parents, ils vont échanger. Moi, j'appelle ça pipi, caca, popo. Combien il a bu? Est-ce qu'il a fait pipi? Combien d'heures il a dormi? Ce n'est pas le problème, en fait. Mais par contre, est-ce qu'il a désigné du doigt? Est-ce qu'il a répété la chanson? Quelle petite fille il fréquente? Ça, c'est génial et c'est dans l'éveil et ça fait lien. Donc, moi, je pense qu'il faut qu'elles tissent ça. Mais elles ont un rôle difficile quand elles sont toutes seules, quand elles peuvent aller à des relais d'assistantes maternelles, quand elles peuvent aller au parc, eh bien que les parents organisent des rencontres avec d'autres parents, de telle sorte qu'elles se sentent reconnues et qu'elles puissent partager. Parce que certains enfants, parfois, elles sont un peu démunies. Donc, toute seule toute la journée, c'est vraiment un métier qui est un don de soi. Merci. On va arriver très rapidement à la fin. Oui. Est-ce que l'une et l'autre, vous vouliez dire peut-être Maïmouna d'abord et puis docteur Edwige Chantier, un petit mot de conclusion voilà, sur ce que vous pouvez nous dire pour l'avenir. On a déjà abordé beaucoup de points. Après, je dirai un petit mot et Maï conclura. Maïmouna, peut-être. Qu'est-ce que vous voudriez nous laisser comme message à garder pour ce webinaire? Oui, alors moi, je voulais juste rajouter, excusez-moi. Ah oui, désolée, ça a coupé parce qu'il y a eu un appel. Donc, je n'ai pas entendu votre question. Moi, je voulais juste faire un petit 30 secondes sur justement la question de l'internaute juste avant, sur la relation avec le parent. Il faut juste que c'est vrai que c'est très compliqué de travailler à domicile, mais je pense que le petit conseil que je peux donner, c'est apprendre à construire la relation avec le parent et prendre le temps de construire la relation. Une fois que vous avez construit la relation avec le parent, après les choses, et que la confiance, elle est là, les choses vont se faire naturellement. Et donc, c'est prendre le temps de construire la relation avec le parent. Et je n'ai pas entendu votre question pendant que le téléphone. Une petite phrase de conclusion, un petit message que vous souhaiteriez que nos auditeurs très nombreux gardent de ce webinaire. Plein de choses, parce qu'on a dit énormément de choses très intéressantes. Écoute, déjà, j'espère qu'ils ont passé un bon moment. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous toutes et avec le docteur entier. J'ai été ravie et très honorée de pouvoir échanger avec cette grande pédiatre qui m'a aussi, que j'ai lu en tant que maman. Hein, ça a été une des premières auteurs que j'ai pris quand j'ai su que j'étais enceinte et où on cherche, vous savez, des questions des réponses à nos questions. Donc, c'est vraiment un honneur, docteur, d'avoir pu échanger avec vous. Et aux parents, ce que je leur dis tous les jours, faites-vous confiance. J'espère qu'en tout cas, on a réussi j'ai réussi en tout cas à leur faire passer ça, cette nécessité de se faire confiance et surtout de créer du lien avec les professionnels de la petite enfance et de créer du lien avec leurs enfants. Voilà. Merci pour le message. Docteur Alors, moi, bien, écoutez, je porte, comme vous le savez, Marlène, le combat contre les châtiments corporels. En tant que députée, j'avais déposé la proposition de loi et tout le monde a dit non, mais une bonne fessée, ça remet les idées en place. La bonne fessée, c'est la Madeleine de Proust de toutes les familles. Ça anime tous les déjeuners, les dîners de famille si jamais on dit que ça va être interdit. Heureusement, après 9 ans de bataille, on est arrivé à ce que ce soit inscrit dans la loi. Donc, tous les professionnels, tous les parents, tous, on est là ensemble. Le plus important, c'est de ne pas élever dans la peur, pas lever la main, pas dire tu vas t'en prendre une. On me dit mais pas souvent, ben oui, mais je dis à ce moment-là, vous le dites quand même, vous menacez. Et donc, ne pas élever un enfant dans la peur, l'élever dans le respect et savoir que la loi a lié l'autorité parentale aux non-violences éducatives, physiques et psychologiques. Donc, il ne faut pas dire que la loi n'a pas de conséquences. Il faut que chaque parent, éducateur, comprenne que l'enfant aura des effets délétères sur son cerveau. Les neurosciences sont prouvées si on élève un enfant dans les cris, dans la peur, dans la main levée. Par contre, faites-vous aider.
Et vraiment, Maïmouna est l'exemple même des personnes dont on sent la joie d'aider et je pense qu'elle donne beaucoup d'elle. Bravo. Voilà. Merci, Merci docteur. beaucoup. Et- Donc, on a abordé énormément, comme vous le disiez, Maïmouna, de sujets. Je pense que les axes sont vraiment très, très convergents avec ce sur quoi on insiste dans hashtag le plus important, dans ce pôle petite enfance. Et vous l'avez vraiment souligné, et je tenais à ce qu'on vienne à ce sujet de la formation des professionnels, de la formation continue, de la formation tout au long de la vie, de la possibilité de progresser dans son métier, et effectivement, comme vous le soulignez, docteur Antier, de ne pas rester à une fonction, d'insuffler aussi cette joie d'accompagner les progrès de l'enfant parce que c'est un vrai privilège d'être là et plus on en connaît sur le développement de l'enfant et sur tout ce qui se joue et plus on peut l'apprécier et plus on est enthousiaste et plus on est là pour l'accompagner. Je crois que c'est un message très fort, évidemment dans la bienveillance, dans le lien, dans la non-violence et on sait que c'est comme ça qu'on changera le monde, un enfant à la fois. Voilà, vous avez insisté sur le rôle des personnes qui accompagnent nos enfants, sur la valeur de leur travail, sur tous les points positifs finalement. Et ça, c'est un message très innovant, je pense, de notre webinaire, quant au fait qu'il y a eu des gros progrès, il y a eu du lien, il y a eu des choses qui se sont créées avec l'appui des nouvelles technologies. Donc, je pense qu'on va pouvoir continuer et bâtir sur ces nouvelles bases et en gardant, et vous l'avez souligné aussi toutes les deux et nos auditeurs l'ont souligné, voilà, en revenant pas à notre ancienne routine en fait, en gardant les leçons de ce qui ont été tirées lors de cette expérience. C'était également un très grand plaisir pour moi d'avoir cet échange avec vous et avec Maï. Comme Maïmouna, j'ai moi-même lu le docteur Antier et je pense que vous savez, docteur, à quel point vous avez accompagné de très nombreux parents et de très nombreuses mamans aussi en étant là. Et je vais laisser le dernier mot à Maï qui a pu, voilà, qui fait aussi ce travail-là avec Gribouillis et avec nous. On a la chance de l'avoir à hashtag le plus important. Oui, c'était vraiment un plaisir de pouvoir partager ce moment avec vous et effectivement remettre le bon sens, remettre les enfants au cœur de ces questions, remettre les parents, remettre les professionnels. Finalement, on est vraiment aussi sur la nécessité de cultiver ce lien social et cette période a été très particulière, elle nous l'a rappelé. Je vous remercie énormément d'avoir accepté notre invitation et pour toutes ces lumières. Je rappelle juste à nouveau, donc Maïmouna Ba est cofondatrice du réseau de crèches, micro-crèches inclusives qui s'appelle L'Abeille et le Papillon. Il y a d'ailleurs une émission de radio sur LFM Radio qui est super, où vous pourrez mieux connaître encore tous ces engagements. Et Edwige Antier est docteur et auteur notamment du dernier livre Maman de tous les enfants du monde. Donc n'hésitez pas à poursuivre finalement ces conversations et ces réflexions à travers ces médias. Et donc, nous vous invitons pour le prochain webinaire le 8 juillet, donc mercredi de 11h30 à 12h30. Et le thème, ça sera « Comment maintenir des contacts sociaux pour les tout-petits dans la phase d'incertitude actuelle ». Un grand merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. Excellente journée. Merci à toutes. Bonne journée. Bravo à vous. Voilà.